Que se passe-t-il en ce moment aux États-Unis? On a l'impression d'être surinformé sur l'actualité du pays de l'oncle Sam, mais il existe tout de même des angles morts qui se justifient notamment parce que les grands médias français épousent souvent les contours idéologiques, donc les impasses des grands médias états-uniens. C'est ainsi que l'affaire dite des Pentagone Leaks a été assez peu évoquée dans l'Hexagone, alors qu'elle nous en dit beaucoup sur la guerre en Ukraine et sur le fonctionnement de la grande presse américaine. C'est pour cette raison qu'aux médias, on a voulu revenir dessus avec notre confrère Chris, dit Politico Boy, bon connaisseur de la politique américaine, co-auteur du livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate et éditeur d'une très intéressante newsletter sur la plateforme Substack, dont le lien est disponible en description de cette vidéo. Bonjour Chris. Bonjour, merci de me recevoir. Cela fait un peu plus d'un mois qu'une fuite massive de documents confidentiels américains est partie de la plateforme Discord et des réseaux sociaux, mais que sait-on de plus sur leur origine? Eh bien, c'est d'abord un officier ou plutôt un simple soldat d'une base aérienne militaire états-unienne qui a donc diffusé ça sur des réseaux sociaux. Donc, tu disais Discord, donc c'était des forums avec des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et il semblerait, alors on n'a pas sa version à lui, donc il faut être un peu prudent sur les conclusions, mais il semblerait qu'il faisait surtout ça pour se mettre en valeur, acquérir un certain statut sur ces forums, mais aussi il avait cette volonté, semble-t-il, d'après les gens qui étaient sur ce forum, d'informer ses amis, en fait, son cercle à lui, et c'était pas du tout une fuite de type Edward Snowden ou WikiLeaks, où là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une dynamique, dans un projet de vraiment d'informer le grand public. Là, c'était plus un truc dans un cercle un peu semi-privé et qui a échappé, en fait, qui a fuité sur tous les réseaux ensuite. Donc la personne a été arrêtée. C'est un jeune homme, hein, 21 ans, qui est plutôt un fan d'armes à feu, semble être empreint d'une idéologie d'extrême droite. Donc pas du tout le profil typique du lanceur d'alerte humaniste qui cherche vraiment à éclairer le monde, mais plutôt quelqu'un qui voulait informer son cercle et se mettre en avant avec les documents qu'il transmettait surtout en prenant des photos avec son téléphone et ensuite en les uploadant, donc en les téléchargeant sur le forum. Alors, que nous apprennent ces fuites, ces documents qui sont sortis? Alors, il y a beaucoup de choses dedans et tout n'a pas encore été exploité par la presse. Il y a en gros, selon le Washington Post, environ 200 à 300 pages ou 200 ou 300 documents. C'est surtout soit des présentations PowerPoint, donc des choses comme ça qui sont présentées dans les cercles de décideurs aux États-Unis, le ministère de la Défense, le renseignement. Et c'est aussi des rapports, des condensés de rapports, souvent top secret, justement qui sont destinés en général à un haut responsable, que ce soit du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères ou du renseignement. Et donc, il y a plein de sujets qui sont abordés, mais le sujet qui revient le plus souvent, c'est la guerre en Ukraine. Mais il y a aussi des choses sur la diplomatie au Moyen-Orient, en Asie, différents, la Chine et Taïwan, avec des informations comme ça aussi intéressantes. Mais vraiment, le cœur, c'est l'Ukraine, avec à la fois des rapports d'espionnage ou des analyses des agences de renseignement qui vont proposer une lecture à partir de leurs informations, ou alors des fois aussi des choses très précises comme il y avait les positions de l'armée ukrainienne à un moment donné. Donc c'est ça qui a vraiment stressé le Pentagone, c'était des détails très précis, même si c'était un petit peu périmé puisque ça est sorti quelques semaines après. Mais donc il y avait comme ça des choses à la fois de la réflexion stratégique et des éléments très concrets militaires. Et qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est nouveau dans tout cet amas d'informations? Qu'est-ce qui, disons, nous éclaire? Alors il y a différentes choses qui permettent d'avoir un regard un peu différent sur le conflit ukrainien de ce que l'administration Biden et puis de manière générale les médias occidentaux tendent à propager ou à diffuser. Donc le premier point, c'est peut-être le pessimisme des agences de renseignement américaines quant à la capacité de l'armée ukrainienne à réaliser une contre-offensive vraiment décisive. Donc il y a cette idée que la contre-offensive dont on parle depuis des mois, qui devrait arriver cet été et dont il est question au G7, là où il était question,
il y a un doute des renseignements américains sur la capacité de l'Ukraine à vraiment obtenir des gains territoriaux significatifs. Et ils sont plutôt à évoquer un conflit qui va s'enliser, où il n'y a pas vraiment de sortie claire, quoi. Donc ça nuance un peu l'idée qu'on arrive au bout et que l'Ukraine va remporter une victoire décisive. Donc il y a aussi le côté coût de la guerre. On a les dernières estimations, enfin, estimation relativement récente des pertes russes qui sont très élevées, et en particulier les unités d'élite. Donc ça montre vraiment à quel point l'armée russe a été décimée par cette guerre et a perdu beaucoup de capacités. Mais on a aussi, et ça c'est nouveau, c'est les pertes ukrainiennes, et donc qui sont plus élevées que ce qui avait été jusqu'à présent reconnu par Kiev. On parle de environ, alors il y a des fourchettes, donc là je vais donner des moyennes, mais c'est plutôt autour de 17 000 personnes qui seraient soldats, donc c'est en plus bien sûr de toutes les pertes civiles, de toutes les horreurs qui a pu se passer. Donc 17 000 soldats et 130 000 qui auraient été mis hors de combat. Donc ça contre 200 000 pour les Russes hors de combat et 40 000 tués à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un coût militaire ukrainien plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Et peut-être le troisième aspect, c'est les risques en fait que ce conflit se, euh, se propage ou qu'il y ait une escalade en dehors du territoire où se passe la guerre en ce moment. Donc il y a deux choses intéressantes peut-être à relever. La première, c'est le renseignement américain qui s'inquiète du fait que ce conflit pourrait se transférer au Moyen-Orient, que ce soit en attisant les tensions avec l'Iran, Israël et des pays comme ça autour du Golfe. Et puis, il y a aussi le fait que l'Ukraine avait projeté des attaques en Syrie contre les Russes qui sont sur place. Donc ça, c'est encore un signal que peut-être le conflit pourrait faire boule de neige. Donc ça c'est le premier point. Et le second, c'est un incident particulier. Il y a un avion de chasse russe qui a tiré un missile sur un avion de renseignement britannique. Donc il y avait une vingtaine d'officiers de l'air dedans. Et par chance, donc c'était une erreur parce que le pilote russe apparemment n'avait pas compris l'instruction. Il avait cru qu'il avait l'autorisation de tirer alors que ce n'était pas le cas de la part de son propre commandement. Mais si le missile n'avait pas, enfin le missile en fait n'a pas explosé, mais s'il avait explosé, il y aurait eu beaucoup de morts de soldats britanniques, et donc ça aurait pu contraindre l'OTAN à réagir et du coup avec le risque, bien sûr, c'est ce que tout le monde redoute, c'est l'entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc ça c'est un incident qui heureusement s'est bien passé, mais ça montre que plus le conflit dure et plus ce genre de risque augmente d'un certain point de vue. Alors, comment les médias américains et les dirigeants américains ont réagi à ces fuites et aux informations qu'elles permettent d'avoir tout de même? Il y a eu deux manières de réagir. D'un côté, il y a Biden qui a dit c'est trois fois rien, enfin, c'est pas des choses importantes qui ont été rendues publiques. Et c'est vrai que la personne qui a fuité ça n'avait pas le niveau maximum d'autorisation en termes d'accès aux documents secrets. Donc, par exemple, il y a rien sur le pipeline Nord Stream 2. Donc, d'un côté, Biden a essayé de minimiser en disant c'est pas très grave, il y a rien de très important dans les fuites. Et en même temps, la presse a rapporté beaucoup de propos anonymes, et il y a eu aussi certains propos officiels, pardon, de membres du ministère de la Défense et du Renseignement, qui, à l'inverse, ont traité ça comme quelque chose de catastrophique, pire que les fuites de Snowden sur la NSA, entre autres parce que ça donnait des informations sur les forces ukrainiennes en présence sur le terrain. Donc il y avait un peu ce double discours. Ce discours, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose d'important, et le discours, c'est catastrophique, il faut tout de suite trouver la source. Et parce qu'il faut savoir que pendant 2 semaines, ils ont cherché où était la source, ils l'ont pas identifié tout de suite, donc ils avaient peur que ça continue, quoi, que à chaque jour il y ait des nouvelles révélations qui sortent. Donc ça, c'est la réaction, on va dire, politique. Et puis ça a été un peu aussi, on voit les deux camps. Les démocrates ont vécu ça comme quelque chose de très grave et qu'il fallait absolument contrôler, alors que les républicains, surtout l'aile trumpiste du Parti républicain, a plutôt vu ça comme un parallèle avec Edward Snowden, en disant la personne qui a fait ces fuites est un héros, c'est un lanceur d'alerte, etc. Donc il y avait un peu le côté, parce que comme ça embarrassait Biden et que ça montrait un peu les limites de sa politique en Ukraine, des gens comme la Trumpiste Marjorie Taylor Greene ont vu ça, enfin ont plutôt accueilli ça positivement, quoi, les fuites.
Donc ça, c'est le côté politique. Et la presse, elle, a d'abord, ce qui est un peu paradoxal, elle a d'abord cherché absolument à trouver d'où ça venait. Et du coup, avec la conséquence, c'est que ça a stoppé les fuites, puisque la personne a su que les fuites étaient désormais dans la presse, donc et puis surtout, elle a su qu'on la cherchait. Donc du coup, la presse a contribué à stopper les fuites, ou du moins à essayer de contribuer à stopper les fuites et à arrêter le lanceur d'alerte, si on veut. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle a C'est pas son exploité. rôle de faire arrêter le Bah, lanceur pas vraiment, d'alerte. quoi. Alors, on peut comprendre au début, il y avait les craintes que c'était un espion russe ou quelqu'un qui était vendu à la Russie, et donc que c'était un peu de l'intérêt national de protéger ses secrets. Donc ça, mais c'est vrai que si cette personne avait contacté le New York Times en disant, écoutez, j'ai tous ces documents à vous transmettre, a priori, le New York Times aurait dit très bien, on vous protège, et puis on va exploiter les documents. Donc là, ils ont plutôt été à essayer de trouver le plus vite possible l'origine de la fuite. Et une fois que cette personne a été arrêtée, là, ils ont commencé à exploiter les documents et à faire des articles sur le contenu. Et justement, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ils arrivent aux conclusions du style, ben, en fait, il faut arriver à la paix pour que les escalades qui ont pu être possibles n'arrivent pas, ou alors le discours, disons, comment dire, maximaliste, pro-guerre continue d'être tenu? Il n'y a Comment pas vraiment ouais, il y a pas vraiment de changement de changement de ligne, de prise de conscience, mais on voit qu'il y a quand même un regard plus critique. Par exemple, il y a tout un article du Washington Post qui raconte que Zelensky, qui selon Washington Post a en public un peu l'attitude de quelqu'un de très mesuré, de très stoïque, ils utilisent le mot stoïque, pour gérer la guerre, mais qui en privé sera en fait quelqu'un de très aventureux qui pousse pour prendre des risques. Alors j'ai plus les termes exacts qu'ils utilisent, mais c'est en gros quand on voit quand il est en privé dans les cercles de décision, il est beaucoup plus audacieux, c'est ça, et puis agressif, si on peut dire, dans ses positions. Donc en partie, il aurait évoqué l'idée de faire sauter un oléoduc donc le principal oléoduc qui alimente la Hongrie en pétrole. Et il aurait dit, bah, tant pis si ça détruit l'industrie hongroise. Et de la même manière, il voulait que l'armée ukrainienne s'empare de villes russes pour en fait se servir de la population un peu comme otage. Pas au sens on les prend en otage, mais au sens comme ils occuperaient du terrain russe, ça leur permettrait de mieux négocier après avec Poutine la paix, parce que du coup les Russes seraient eux aussi en situation donc de pouvoir faire un échange, quoi. Et puis il y avait aussi ces demandes de frapper la Russie sur son territoire, ce qui est plutôt normalement, du moins officiellement, la position américaine, c'est on vous donne des armes, mais c'est seulement pour le conflit en Ukraine. Il ne faut pas les utiliser pour cibler des cibles en Russie. Donc là, en privé, Zelensky, il fait un peu le contraire. Donc tout ça, c'est quand même un regard critique de la presse américaine sur le conflit et sur les risques qui sont inhérents au conflit, mais il n'y a pas eu de gros changements de ligne ou d'opinion par rapport à ça. Continuons au sujet du risque de défaut de paiement de l'État américain. Ce n'est pas la première fois que la presse évoque un risque de paiement de ce gouvernement, mais c'est quoi cette affaire? Parce que le concept même de défaut de paiement nous semble un peu étrange vu de France. Oui, en fait, c'est un truc très américain, c'est-à-dire que à chaque fois que le budget fédéral, donc le budget de l'État est en déficit, bah, comme en France, les États-Unis s'endettent. Donc il y a une dette publique qui augmente. Et en France, la dette publique, donc on la contracte auprès des marchés financiers. Et le risque de faillite en France, ça serait si on n'arriverait plus à emprunter sur les marchés financiers à des taux corrects, donc un peu comme ce qui s'est passé en Grèce, où la France pourrait faire faillite en théorie bien sûr, en pratique ça paraît compliqué, mais pourrait faire faillite sur sa dette souveraine. Aux États-Unis, il n'y a pas de risque objectif que les États-Unis fassent faillite en tant que gouvernement qui emprunte de l'argent, parce qu'en fait, ils n'empruntent pas d'argent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils autorisent des dépenses avec le Congrès, qui signe des lois et il va dire, bon, on va dépenser tant d'argent cette année. Et puis, il y a forcément les recettes aussi qui viennent derrière, comme n'importe quel budget d'un État. Mais la différence, c'est que comme les États-Unis ont leur propre banque centrale qui émet la monnaie, en fait, le circuit est inverse. C'est-à-dire qu'en France, on va décider de dépenser une certaine quantité d'argent, l'État, et ensuite, il va aller le chercher sur les marchés pour pouvoir effectivement le dépenser. Alors qu'aux États-Unis, le Congrès décide le budget. Du coup, la Fed
imprime de l'argent, enfin, imprimer, c'est virtuel, bien sûr, mais imprime de l'argent pour le donner, de l'argent nouveau qui n'existait pas, pour le donner au Congrès et donc au gouvernement américain qui ensuite va faire les dépenses. Et pour compenser cette création monétaire, ils vont émettre des bons du Trésor. Alors après, si personne ne veut acheter les bons du Trésor, en dernier recours, c'est la Fed qui les rachèterait. Donc il n'y a pas de risque de faillite des États-Unis, et c'est ce que disent de nombreux économistes, que ce soit Alan Greenspan, qui était l'ancien directeur de la Fed, très libéral, très à droite, Joseph Stiglitz, un des prix Nobel plutôt à gauche d'économie, ou Warren Buffett aussi, qui disait ça récemment, que les États-Unis ne peuvent pas faire faillite. Donc du coup, toute cette situation semble un peu absurde parce qu'en fait, elle découle du fait qu'il y a une loi en 1917 qui a mis un plafond à la dette publique des États-Unis. Et ce plafond est fréquemment relevé à chaque fois que la dette publique s'approche du plafond. Mais à chaque fois qu'il faut la relever, il faut que le Congrès vote pour le relever. Et ça a été relevé environ 70 fois depuis les années 60. Mais à chaque fois que maintenant, depuis 2011, que les démocrates sont au pouvoir et que les républicains ont la capacité de bloquer le vote au Congrès, ils le font pour essayer d'arracher des concessions. C'est une sorte de prise d'otage en disant, si vous n'acceptez pas nos conditions, eh bien, les États-Unis vont faire défaut. Voilà. Donc justement, on a l'impression qu'il s'agit d'une guérilla entre démocrates et républicains. Est-ce qu'il y a un enjeu politique qui se dégage? Est-ce que un accord éventuel ou l'absence d'accord pourrait entraîner des conséquences pour la politique et l'économie aux États-Unis? Ouais, donc déjà, l'absence d'accord, personne ne sait exactement ce qui se passerait, mais concrètement, les États-Unis pourraient plus payer à la fois les dettes, donc les intérêts sur les fameux bons du Trésor, et puis aussi, ils ne pourraient plus payer les salaires des militaires, des fonctionnaires, etc., etc. Donc déjà, ça créerait un risque de crise financière, potentiellement, si ça durait, de crise économique, et qui pourrait se propager un peu sur toute la planète, parce que il y a énormément de gens qui détiennent des bons du Trésor américains. C'est souvent l'investissement le plus sûr pour protéger les bilans des banques et puis même d'un point de vue des particuliers pour leur épargne. Donc du coup, s'il y avait une crise de confiance sur les bons du Trésor, ça pourrait avoir un effet domino catastrophique. Mais ça, on n'a jamais vu le cas, donc c'est un risque qui est très possible, mais on n'est pas certain de ce qui va se passer. Ça, c'est si le défaut de paiement a lieu, ce qui reste quand même un peu, a priori, improbable. Et après, s'il y a un accord qui est trouvé par le Congrès, ben, il faut voir dans quels termes, parce que si c'est très défavorable à Biden, qui est un peu dans une situation où il est pris en otage, eh bien, ça peut soit avoir des conséquences négatives sur l'économie américaine, qui du coup pourrait avoir une récession ou des problèmes de hausse du chômage, etc., qui seraient très mauvais pour ses chances de réélection en 2024. Et s'il renonce à certaines choses, même si ça n'a pas d'impact direct sur l'économie, ça peut avoir un impact sur les électeurs qui, du coup, voteront plus démocrates. Donc c'est un vrai problème politique pour les démocrates, et ils se sont un peu mis dans cette situation tout seuls. Et quelle est la marge de manœuvre du Parti démocrate au cas où ça se corse, ça devient de plus en plus difficile? Qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de la nasse? Alors c'est là que ça devient assez amusant, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a deux grosses options qu'ils ont s'ils n'obtiennent pas d'accord au Congrès. La première, c'est en fait d'invoquer le 14e amendement de la Constitution qui dit, alors c'est une longue phrase, mais l'important, c'est le gouvernement américain ne peut pas, la dette et les obligations du gouvernement américain ne sauraient être mises en question. Donc il y a l'idée qu'on ne peut pas remettre en question que le gouvernement va toujours payer sa dette. On ne peut pas effacer la dette. C'est pas qu'on ne peut pas l'effacer, c'est qu'on peut pas. Aucune loi ne peut empêcher le gouvernement de ne pas payer sa dette. Donc du coup, en fait, la loi qui met le plafond, bah, elle vient en contradiction de ça. Donc a priori, constitutionnellement, il n'y a aucune raison que d'un seul coup Biden dise bah non, je ne peux plus payer parce qu'il y a cette loi qui m'empêche. Donc du coup, il pourrait dire bah non, il y a le 14e amendement, donc je continue de payer. Donc il va continuer de faire les dépenses. Comme de toute façon, il y a de l'argent, ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'argent, c'est juste un problème d'avoir l'autorisation de le dépenser. Donc il pourrait continuer de faire les dépenses. Alors le risque après, c'est que les républicains vont du coup dire, saisir les tribunaux pour dire bah non, il n'a pas le droit parce qu'on n'a pas relevé le plafond. Donc là, il pourrait y avoir éventuellement une crise passagère le temps que les tribunaux se prononcent. Donc c'est pour ça que les démocrates sont un peu frileux avec cette option.
Mais concrètement, c'est probablement leur meilleure option pour ne pas être pris en otage comme ça et céder beaucoup de choses aux républicains. Alors, la deuxième chose qu'ils pourraient faire, et ça, là, on est vraiment dans. Enfin, ça devient assez comique, c'est. Il y a une loi qui a été écrite de mémoire, c'est en 97. C'est une loi qui explique, qui autorise, enfin, qui stipule exactement quel type de pièce de monnaie le gouvernement américain peut produire. Donc, il va dire la pièce de 1 dollar, elle doit être de telle composition, faire telle taille, il doit y avoir ça écrit dessus. Et dans cette loi, il y a une ligne qui dit on peut aussi faire une pièce en platine, en platinium, et la valeur de cette pièce, donc de telle taille et de telle composition, serait de 1000 milliards de dollars. Alors qu'en fait, ça coûterait 3 fois rien à la fabriquer, la pièce. Ça coûterait quelques dizaines ou centaines de dollars. Donc ce serait une pièce qui vaudrait 1000 milliards et qu'ensuite le gouvernement déposerait à la banque. Et du coup, d'un seul coup, il aurait l'argent qu'il faut pour rembourser la dette. Est-ce que c'est Donc sérieux cette hypothèse? Ça c'est paraît. très sérieux parce qu'il y a Bloomberg, il y a plusieurs analystes économiques sur Bloomberg qui passent leur temps à écrire des tribunes et des articles pour essayer de pousser cette idée. Le prix Nobel Paul Krugman qui a écrit plusieurs tribunes dans le New York Times pour mettre en avant cette idée. Biden lui-même l'a évoqué. La secrétaire du Trésor, donc la ministre de l'économie, en gros, a dit bon, c'est un gadget, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est juste ça veut juste dire que c'est pas son option préférée. Et même la Fed en a parlé. Donc c'est vraiment possible. Après, la question, c'est s'ils font ça, est-ce que les marchés vont y croire, quoi, ou alors est-ce que ça va provoquer une panique parce que les gens vont se dire mais c'est quoi cette solution là? Donc il y a un peu, c'est encore là les démocrates qui ont un peu peur de passer pour des amateurs ou ce que tu veux pour, en utilisant des solutions qui paraissent totalement hallucinantes, quoi. Mais en théorie, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a des professeurs de loi, de droit constitutionnel qui disent bah, le 14e amendement, ça risque de ne pas fonctionner parce que les tribunaux vont dire vous n'êtes pas obligé de dépasser le plafond, vous auriez pu faire cette pièce en platine à la place, donc du coup, vous n'avez pas le droit de dépasser le plafond de la dette puisque vous n'avez pas épuisé toutes vos options légales.